Flash, tapis rouge, ballet d'hélicoptère, entrée VIP pour lesquelles on tuerait père et mère. Et non, ça n'est pas Cannes, mais Davos, notre festival à nous, le fameuxissime World Economic Forum qui incarne depuis 50 ans, plus de 50 ans, nos 3 valeurs piliers à nous les Suisses, l'argent comme clé du bonheur, la conciergerie de très haut niveau et la neutralité, soit l'amour pour les puissants sans distinction de valeur ou de couleur. Mais justement, peut-on encore rester neutre aujourd'hui, le WEF compris? L'économie a-t-elle d'ailleurs toujours la main face au retour des idéologies politiques et à la montée des nationalismes? Le grand idéal libéral qui fonde Davos a-t-il tenu ses promesses de prospérité et de paix pour tous? En un mot, le WEF a-t-il encore sa place dans le monde d'aujourd'hui? Eh bien, on en parle ce soir. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et le plaisir de recevoir ce soir autour de cette table et en Zoom d'Istanbul, Fatih Enzi Hassan, directrice d'Oxfam pour l'Afrique. Oxfam, une ONG internationale très remontée contre Davos, qui a sorti lundi son rapport dénonçant les inégalités qui se creusent entre les très très riches et le reste de l'humanité. Fatih Enzi Hassan, ancienne dirigeante également active au sein de l'Agence de développement de l'Union africaine, notamment en charge du dossier santé durant la crise Covid sur le continent africain. Stéphane Garelli, Monsieur WEF, pour nous ce soir. Mais pas que. 13 ans à la tête du Forum de Davos et toujours économiste et professeur à l'IMD et émérite à HEC Lausanne. Mireille Zaki, essayiste, éditorialiste et journaliste économique libérale. Pour les médias Blick, Bilan et la NZZ, également ancienne rédactrice en chef du magazine économique Bilan. Et enfin Philippe Val, notre éditorialiste maison, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Bienvenue à toutes et tous. Alors Stéphane Garelli, le WEF a toujours eu des détracteurs, mais l'attaque la plus virulente, parce que celle d'une chef d'État haute et suisse, elle est arrivée hier. On écoute la présidente de la Confédération, Viola Amert, dont on rappelle qu'elle est une centriste, pas une gauchiste échevelée, lors de son discours inaugural à Davos. Restaurer la confiance, ce n'est pas seulement la tâche des États, des hommes et des femmes politiques. C'est aussi celle des entreprises. Il est clair que les déséquilibres sociaux croissants alimentent le populisme même dans les pays prospères. Lorsque la prétendue élite se célèbre elle-même comme une caste supérieure, alors que de nombreuses familles peinent à joindre les deux bouts, la méfiance grandit. Dites-moi, c'est presque un discours marxiste. Non, c'est un discours totalement responsable, à mon avis. C'est ce qu'on a toujours voulu faire à Davos, c'est-à-dire sensibiliser les chefs d'entreprise à ce qui se passait autour d'eux, à la société civile, au fait qu'on est dans un monde qui est politique, qui devient plus politique maintenant qu'il n'était avant. Mais je me rappelle, à Davos, on a invité des gens qui n'étaient vraiment pas dans la ligne des chefs d'entreprise qui étaient là. Mais là, c'est la présidente de la Confédération suisse. Elle a raison. Il faut sensibiliser les entreprises à ce qui se passe. Et on l'a toujours fait à Davos. On a invité des syndicalistes, on a invité les théologiens de la libération de l'Amérique latine, etc. Non, je crois qu'il faut que les chefs d'entreprise se rendent compte qu'ils n'opèrent pas dans une sorte de vide autour d'eux. Et qu'aujourd'hui, non seulement la société civile, mais en plus, les hommes politiques ont de plus en plus d'importance sur l'économie. Donc moi, je trouve que j'ai aucun problème. À mon avis, la plupart des gens à Davos n'ont pas eu de problème avec ça. Cet appauvrissement, Fatih Enzi Hassan, du plus grand nombre, ça c'est une peur ou une réalité, parce que le rapport que vous avez sorti et publié lundi a lui aussi des critiques. Selon l'économiste américain Branko Milanovic, les inégalités de revenus avaient fortement diminué à l'échelle de la planète jusqu'au Covid, et l'extrême pauvreté pourrait être éradiquée d'ici 2035. Alors là, vous aviez tout juste, personne n'a dit le contraire, c'est qu'il y a plus de milliardaires très très fortunés, on va atteindre même les tri-milliardaires, probablement bientôt. Donc, est-ce que cette peur des inégalités, de l'accroissement des inégalités, c'est quelque chose sur lequel, justement, vous accentuez un peu trop ? Alors, il ne s'agit pas d'avoir peur ou de ne pas avoir peur. Nous, ce que nous faisons, c'est vraiment de mettre à plat certains faits.
Et il faut vraiment faire la part des choses. Lorsque dans notre rapport multinational et inégalités multiples, nous disons que abolir la pauvreté prendra jusqu'à 230 ans, on parle bien de la pauvreté qui est mesurée par $6 par jour et par personne, et pas de l'extrême pauvreté qui est mesurée, elle, par $2 par jour et par personne, comme vous l'avez évoqué. Notre rapport commence en 2020. Alors évidemment, c'est la pandémie. 2020, c'est aussi, si on veut, une régression dans les grandes fortunes. Mais la pandémie de Covid-19 a aussi remis certaines pendules à l'heure. On pensait qu'on allait vers plus d'égalité, mais on s'est rendu compte qu'en fait, des millions de personnes sont mortes ou ont sombré dans la faim, dans la pauvreté, parce que justement, non seulement les individus sont pauvres, mais les gouvernements sont pauvres. Et les gouvernements pauvres n'ont pas investi dans les soins de santé publique, ils n'ont pas protégé les droits des travailleurs et des travailleuses sur des questions telles que les indemnités, sur les questions telles que les filets de sécurité. Et il faut aussi rappeler que certains pays, notamment dans le monde majoritaire et en Afrique en particulier, étaient lourdement endettés et sont toujours lourdement endettés, ce qui les empêche d'investir dans leur population. Alors évidemment, on a des critiques sur notre rapport. Chez Oxfam, on est habitué à ces critiques, c'est normal. Ce que nous souhaitons faire lorsque nous publions ces rapports systématiquement à l'ouverture de Davos, nous n'avons pas vocation à être parole d'évangile, mais nous visons à susciter la réflexion, susciter et surtout la mobilisation des citoyens et des citoyennes autour de sujets qui sont porteurs dans la lutte contre les inégalités. Alors, il y a quelques heures, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a pris la parole à Davos et il a cité notre rapport en rappelant que depuis 2020, les 5 hommes les plus riches du monde ont doublé leur fortune, alors que les 5 milliards de personnes les plus pauvres se sont appauvries. Donc pour nous, c'est un indicateur que malgré les critiques, notre plaidoyer touche sa cible et même à Davos. Alors, Mireille Zaki, ce qui change beaucoup effectivement aujourd'hui, on a entendu Viola Amert, mais il y a aussi des milliardaires qui soutiennent les conclusions de l'Oxfam, qui ont même une centaine de grandes fortunes, ont même adressé une lettre aux dirigeants de Davos pour demander à être davantage taxés. Pour 75% d'entre eux, l'extrême richesse représente même une menace pour la démocratie, selon un sondage, une enquête britannique passée l'année passée. Mireille Zaki, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, justement, le libéralisme que symbolise Davos a failli assurer la prospérité pour tous, y compris chez nous en Europe? Alors justement, c'est aussi chez nous en Europe et aux États-Unis aujourd'hui que les inégalités se sont creusées et d'où le malaise plus profond d'avoir un forum de Davos qui représente malgré tout quand même les intérêts des plus grandes entreprises du monde où des affaires se font. Alors quand la pauvreté était ailleurs, loin de nos pays, ça allait, mais aujourd'hui au sein de nos pays, il y a cette paupérisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des politiques très antilibérales. Pendant la pandémie, les banques centrales ont redistribué massivement de l'argent vers le haut en subventionnant les bourses. Donc on a calculé que ça a doublé la hausse des indices boursiers, cette subvention des marchés grâce à la planche à billets. S'il n'y avait pas eu de planche à billets, les portefeuilles des gros investisseurs seraient montés moitié moins que ce qu'ils sont montés. Première chose. Deuxième subvention, il y a eu par exemple le CAC 40, les entreprises. Macron leur a distribué des subventions à ce moment-là qui ont fait doubler le montant total des subventions. Une tribune dans Le Monde s'en est même émue parce que c'était des boîtes qui distribuaient des dividendes au même moment, en touchant des subventions publiques de l'autre côté. Donc il y a eu des tas de politiques qui sont très peu libérales. Il y a eu des groupes pharmaceutiques qui ont reçu des milliards et des milliards d'aides étatiques pour développer le vaccin du Covid. Et après, il s'est créé 50 milliardaires grâce à la pandémie du Covid parce que tout a été privatisé. Donc la mécanique de redistribution, elle est en panne dans les pays occidentaux, et beaucoup de milliardaires s'en rendent compte, sauf que d'autres milliardaires, dans les coulisses du pouvoir, et un livre est sorti là-dessus, dont le Guardian a parlé, beaucoup d'autres milliardaires lobbyent pour baisser au maximum les impôts depuis des années. Donc c'est vrai que les impôts sont aujourd'hui très très bas sur les fortunes privées et sur les entreprises, spécialement aux États-Unis. Il n'y a jamais eu aussi peu d'impôts payés en pourcentage par les grandes fortunes privées et entreprises. Et ça cultive le ressentiment, plutôt en France, en Suisse, en Allemagne, et qui conduit justement à une droite plus dure, notamment à accorder cette confiance à une droite plus dure qui va apporter des réponses. Philippe Val. Oui, parce que on a vu mourir un mot
le mot libéral, au début des années 90, c'est devenu le diable qui s'incarnait à Davos. Davos, c'est la nuit sur le Mont Chauve, qui a pratiquement, c'était vu comme ça, une sarabande diabolique. Et le mot libéral est devenu un mot tabou dans le vocabulaire politique. Quelqu'un de libéral alors, on a dit au début ultralibéral, mais ensuite, on a dit libéral tout court. Mais on a oublié que le libéralisme était garant des libertés aussi, était garant d'un certain système démocratique, d'une certaine redistribution et puis d'une certaine prospérité. On a complètement chassé du vocabulaire positif ce mot, ce qui est une folie, parce que c'est très dangereux. Par ailleurs, les inégalités, si, vous disiez tout à l'heure, en Angleterre et aux États-Unis, en France, en Europe, les classes moyennes ont perdu pendant les 20 ans, 30 ans de mondialisation forte. Oui. Elles ont perdu pourquoi ? Elles ont perdu, c'est vrai, mais en même temps, elles pouvaient s'acheter des choses qu'elles ne pouvaient pas s'acheter avant, parce que c'était manufacturé dans des pays qui rendaient ça accessible. Quant aux pays très pauvres, contrairement à ce qu'on pense, leur niveau de vie a considérablement monté. C'est-à-dire que nos classes moyennes se sont légèrement affaissées. C'est pas la misère, mais c'est vrai que c'est plus précaire. Mais en revanche, dans les pays du tiers-monde, contrairement à ce qu'on pense, et les pays pauvres, le niveau de vie s'est élevé. Le niveau de vie s'est élevé et parfois le bénéfice a été capté par des gouvernements. On dit des gouvernements pauvres, des États pauvres. Parfois, ce n'est pas le cas. Les peuples sont pauvres, mais les dirigeants ne le sont pas parce qu'il y a une corruption qui biaise complètement les résultats économiques. Donc, tout ça n'est pas si simple, mériterait qu'on en parle avec beaucoup de nuances parce que le libéralisme a fait progresser le niveau de vie de la planète. Non, j'aimerais juste nuancer en disant que les grands gagnants, que ce soit en Occident ou dans le reste du monde, dans les pays émergents, c'est les entreprises qui ont été les premières gagnantes de cette mondialisation. Ce n'est pas parce que ce sont les grands gagnants que c'est les seuls gagnants. Et après, qu'est-ce qui se passe avec ces bénéfices d'entreprise ? Quand les entreprises sont gagnantes, ça veut dire des centaines de milliers de salariés qui gagnent aussi. Alors, mais c'est d'abord elles les premières. Et donc, la responsabilisation, c'est ça ce que je veux dire, doit être aujourd'hui une priorité. Fathi N'Zi Assam, Philippe Ball a dit aussi qu'une partie justement des pays dans lesquels la prospérité ne se développe pas suffisamment sont aussi responsables de leur sort. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec ça ? C'est une question effectivement qui est complexe, mais vous savez, il faut aussi regarder la situation avec la capacité des mouvements à se mettre en place. On parle aussi de la question des travailleurs pauvres en Europe, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une question qui est présente en Afrique. On a longtemps cru que la formalisation de l'emploi allait apporter une meilleure qualité de vie pour les travailleurs, mais on se rend compte aujourd'hui qu'un tiers des travailleurs africains dans le secteur formel vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et l'environnement qui n'est pas positif en termes en tout cas qui ne conduit pas à la mobilisation syndicale, par exemple, empêche les travailleurs de s'organiser pour réclamer de meilleurs droits. On est aussi face à des gouvernements qui doivent gérer un certain nombre, en tout cas un nombre très élevé de priorités entre le financement du développement, la gestion des crises et dans tout ça, qui doivent aussi faire face à un système financier international qui les met aussi dans une situation extrêmement vulnérable. Vous savez que le taux d'emprunt pour les gouvernements, notamment en Afrique, est beaucoup plus élevé que pour les gouvernements du reste du monde, ce qui ne permet pas justement à ces gouvernements de répondre aux besoins de leur population. Donc oui, il y a des problèmes de gouvernance, mais... C'est pour ça, Fathi N'Zi Assam, c'est pour ça que justement l'Afrique se tourne vers la Russie ou se tourne vers la Chine aujourd'hui et davantage que vers l'Occident. Il y a très peu de participants africains à Davos aujourd'hui. D'ailleurs, le président du Niger, le pays dont vous êtes originaire, est aujourd'hui à Moscou pour aller chercher de l'argent. Donc la raison, c'est laquelle d'ailleurs ? Pourquoi est-ce que l'argent est plus sûr à Moscou qu'à Davos ? Alors, les pays africains sont représentés à Davos. La Commission de l'Union africaine y est, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya, plusieurs pays y sont, mais c'est vrai que très peu sont représentés par leur chef d'État.
en général, ils sont représentés soit par des ministres, soit par des hauts commis d'État. Davos, c'est une plateforme qui est efficace pour le dialogue. C'est un endroit où les leaders politiques et économiques se retrouvent pour discuter des problèmes mondiaux, comme voilà, on en a parlé, hein, les inégalités économiques, le changement climatique, la santé, surtout à l'époque de Davos. Et évidemment, compte tenu du nombre et de la nature des participants, c'est aussi un espace qui est utilisé pour du lobbying, pour amplifier des annonces, mais ce n'est pas un endroit à proprement parler pour chercher de l'argent en tant que tel. Mais effectivement, le Forum économique mondial de Davos reflète certaines dynamiques de pouvoir financier et géopolitique qui sont dominées par les pays riches à l'échelle mondiale. Voilà, exactement. Mirette, et puis après, juste la pour question dire d'abord, que justement. je ne trouve pas Stéphane du Garelli. tout que le Forum de Davos soit représentatif de l'état du monde aujourd'hui. En fait, il y a quelques années, quand on y allait, on voyait beaucoup de délégations de puissances économiques moyennes, des Asiatiques, des Latino-Américains, des Africains. Là, depuis quelques années, j'ai constaté qu'il y a une anglo-saxonisation très très forte. Là, j'ai regardé le programme de cette année, il ressemble beaucoup à ceux des dernières années. Je n'ai pas été cette année, mais j'ai été beaucoup d'années avant. Et on trouve énormément de Britanniques, d'Américains et d'Européens dans toutes les sessions, dans toutes les conférences. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est une session, par exemple, qui parle de l'humanitaire à Gaza, où il y a une personne du CICR, une de l'UNICEF et un promoteur, le plus grand promoteur immobilier palestinien, donc un businessman palestinien. Mais ils n'ont pas réussi à trouver quelqu'un. Si vous voulez, il n'y a pas vraiment des nationaux de pays, de grands pays comme le Nigeria, de grands pays comme la Turquie. Il y a le Premier ministre chinois. Des gens, il y a un ministre saoudien, il y a le Qatar, le numéro 1 du Qatar, il y a des représentants comme ça de quelques pays, mais c'est en marge. C'est massif vraiment. Si vous regardiez la journée du 14 janvier, elle était entièrement consacrée à l'Ukraine, avec des journalistes uniquement suisses, européens et quelques Américains et Japonais dans la salle. On parlait de l'Ukraine, il y avait un logo, la formule de paix de l'Ukraine. C'est la paix qui est réglée entre nous, sans même mentionner le mot Russie. C'est hyper occidentalisé. C'est le point de vue occidental. Alors, ça allait bien quand l'Occident dominait franchement le monde. C'était normal d'avoir la grande messe des dominants. Ça, c'est normal, on s'y attend, etc. Aujourd'hui, qu'il y a plein de puissances moyennes, elles devraient être là en force, ces puissances. Moi, j'ai été aussi à un forum économique en Jordanie. Le WEF, il faisait des forums décentralisés comme ça. Mais maintenant, à Davos, on a surtout cette concentration d'intérêts atlantistes, occidentaux, européens, états-uniens, etc. Et ça, c'est moins représentatif aujourd'hui du véritable état du monde. Donc, on va prendre des résolutions sans beaucoup de gens qui vont être concernés et qui vont faire l'économie mondiale. On va faire des sommets de paix sans les principaux belligérants, etc., etc. Donc, aujourd'hui, il y a ce sentiment de décalage de ce qu'est Davos, qui a culminé dans les années 90 et 2000, début 2000, par rapport à ce qu'aujourd'hui le monde est et où se situe Davos par rapport à ça. Si j'étais Klaus Schwab, je ferais venir massivement des gens, des puissances qui comptent aujourd'hui, je les représenterais, je les mettrais sur tous les panels, je mettrais des antennes de Davos, comme ils l'ont fait par le passé, partout, dans plein de villes importantes qui comptent dans le monde. C'est ça ce que devrait être Davos aujourd'hui pour s'appeler le Forum économique mondial. Est-ce qu'aujourd'hui, Stéphane Garelli, justement, Davos est atlantiste et n'est plus neutre, n'est plus pour tous ? Écoutez, ce genre de critique, moi je l'ai entendu pendant des années. Davos n'est plus représentatif, etc. Davos est toujours là. Deuxièmement, en ce qui concerne, on parle d'Occident, on devrait parler d'économie de marché. On oublie qu'il y a le Japon, que le Sud-Est asiatique, etc. font partie de ces économies de liberté que vous avez mentionnées et qui représentent un peu plus de 50% du PIB mondial. On ne peut pas les ignorer, ils sont là. Et en plus, on parle souvent du Sud global. Très bien. Mais le Sud global n'a de global que le nom. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'Argentine, qui a rejoint le BRIC, et la Russie ? Pas grand-chose. Tandis que les États-Unis, l'Europe, l'Asie... Pardon, l'Argentine va en sortir, hein, Javier Milei. Oui, bien sûr. Elle a annoncé ils ont quand même voulu rentrer avant les élections. Mais aujourd'hui, ils sont... D'ailleurs, Javier Milei, qui est arrivé... Prenez le Brésil. Est arrivé aujourd'hui à Davos. Prenons le Brésil. Prenez l'Inde. L'Inde et la Chine, ce n'est pas les plus grands copains du monde. Hein. Donc, si vous voulez, nous, on a un groupe quand même, États-Unis, Europe, Asie du Sud-Est, etc., Japon, qui a aussi une énorme intégration. C'est-à-dire qu'ils se parlent, on peut faire des affaires, on peut voyager, on peut partager des opinions librement.
Et ça existe. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement dire ces gens-là, ils n'existent plus. Ils continuent et continueront à exister. Maintenant, pour ce que vous dites, vous avez raison. Il faut que le reste du monde soit représenté à Davos à condition qu'il accepte d'y venir. Parce qu'il ne faut pas oublier, ils sont invités, et il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Le président turc a dit « je ne viens pas ». Il a même retiré son ministre de l'économie. Oui, il a même retiré, ce qui ne va pas aider, à mon avis, pour l'image économique de la Turquie sur les marchés. Ça dépend. Donc, il a décidé de ne pas venir. Très bien. Je me rappelle, dans le passé, on avait le Premier ministre turc, qui était Turgut Özal, qui était là, avec Papandreou, qui était le Premier ministre grec, pour leur faire se parler. Ça s'est fait à Davos. Ça s'est fait à Davos, Shimon Peres, et aussi d'autres personnes. Le président chinois. Donc, attendez, j'aimerais finir parce que madame a parlé. Donc, ça, c'est la première chose. On ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde à Davos, ce n'est pas le but. C'est une plateforme, c'est un forum. On parle des inégalités. Très bien, mais pourquoi il y a des inégalités qui s'accroissent? Pour une raison très simple, c'est que le retour d'argent sur le capital aujourd'hui est plus grand que le retour sur les salaires. Si vous mettez 100 francs en bourse, à la fin de l'année, vous avez 120 francs. Si vous avez un salaire de 100, à la fin de l'année, vous avez 103. Voilà, et c'est ça qui fait la différence. Et qui est responsable? Certainement pas Davos. Et comment vous résolvez ça? Attendez, c'est pas Davos qui doit faire ça. Comment vous résolvez ce problème? Vous pouvez dire, je fais une taxe sur les gains en capitaux. Les Américains ont essayé, ça sert à rien. Comment vous résolvez ça? C'est pas Davos qu'on va le faire. C'est à Davos qu'on peut en parler. Très bien. Mais ce n'est pas le rôle, c'est un forum. On n'en parle pas bien. C'est pas rien d'autre, c'est un forum. Bien sûr qu'on en parle, mais on n'en parle pas toujours en faisant des communiqués de presse, on n'en parle pas toujours en faisant après une décision qui est signée. Ce qui a fait Davos et son succès à l'origine, et maintenant encore, c'est parce qu'on peut avoir des personnalités qui se rencontrent sans être tenues à la fin de faire une déclaration officielle ou de signer un communiqué de presse. C'est la responsabilité qui manque. Voilà. Alors, la question reste entière. Comment on fait La question reste entière. Comment on fait pour passer de 103 à 110? Alors, ça... Attendez, j'aimerais juste faire réagir parce qu'il nous reste quelques minutes avant la fin de la première partie. Fatih Enzi Hassan, justement, est-ce que Davos a une vision coloniale encore, atlantiste, à être vis-à-vis du monde, parce que reprochent par exemple les BRICS à l'Occident aujourd'hui? Davos en tant que tel, je ne sais pas, mais le système financier international est effectivement hérité d'une période coloniale. Ce système qui s'appuie sur le FMI, sur la Banque mondiale, qui sont des institutions qui ont été créées par des puissances qui étaient à l'époque des puissances coloniales et qui sont conçues d'une manière qui n'est aujourd'hui plus adaptée aux besoins et aux aspirations des pays du monde majoritaire. Donc d'avoir une représentation des États riches, des États occidentaux à Davos en soi, Davos n'est pas un espace de multilatéralisme, ce n'est pas, on ne va pas faire le procès de Davos aujourd'hui, mais c'est une représentation de certaines, comme je disais tout à l'heure, de certaines dynamiques, de certains courants, mais qui sont de plus en plus contestés. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de parler de ce qui émerge en termes de tendance et qui peut aussi expliquer l'absence à haut niveau de certains pays comme les pays africains. Je voulais juste revenir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. Le Nigeria a plus de représentants à Davos qu'un pays comme l'Irlande cette année, mais effectivement, la présence n'équivaut pas forcément à avoir une plateforme et à être rendue, que ce soit à Davos ou ailleurs. Philibal, je veux dire que les institutions ont été pas toutes créées après, enfin certaines ont été créées après la décolonisation. Elles n'ont pas été créées par des pays en train d'être colonisateurs. Première chose, ça fait maintenant plus de 60 ans que la décolonisation est accomplie. C'est-à-dire presque 3 générations. On ne peut pas faire porter la responsabilité de tous les malheurs d'un pays au fait à la colonisation, d'autant qu'il y a eu différentes sortes de colonisation, très très différentes les unes des autres. Par exemple, l'Algérie, qui est, depuis 1962, ce n'est plus un pays colonisé par la France. C'est un pays qui a des richesses pétrolières et gazières absolument formidables. Si l'argent n'avait pas été détourné, si l'argent de l'Algérie n'avait pas été détourné, ce serait un pays avec des prospère, une démocratie prospère, des hôpitaux, des routes, des écoles, des universités prestigieuses.
Et on dit encore en Algérie que c'est la colonisation française qui nous a mis dans cet état. C'est une façon de fonctionner du pouvoir contre l'ancien colonisateur, qui est une façon démagogique, même si je condamne la colonisation, il n'y a aucun problème là-dessus, mais les pouvoirs dictatoriaux et corrompus qui sont en place dans pas mal de pays aujourd'hui encore, ne fonctionnent que sur la haine de l'ancien colonisateur, qui n'a plus grand pouvoir dans cette affaire, parce que 2-3 générations ont passé, et ça n'a plus de sens de continuer à théoriser là-dessus. Ça n'est qu'un alibi pour faire durer des régimes qui ne sont pas si légitimes que ça. Alors, revenons au sujet de Davos, parce que les entreprises... Ce serait bien... Oui. Fathi N'Die Hassane. Ce serait bien qu'on écoute mon propos pour ce qu'il est. Alors, je ne suis pas venue pour faire le procès de la colonisation. J'ai bien précisé que les institutions qui sont la fondation du système financier international de Bretton Woods, donc la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ont été créées par des pays qui avaient un projet colonial. En 1948, quand l'Espagne, quand la France, quand le Royaume-Uni s'assoient autour de la table de Bretton Woods, ce sont des puissances coloniales qui portent un projet de société, un projet de pays colonisateurs à l'époque. On ne parlait pas de décolonisation. Et la structure, les instruments de gouvernance de ces institutions qui ont été à cette époque-là portent encore en elles le besoin qui a été exprimé, formulé et inclus dans la création de ces institutions de Bretton Woods. Un exemple, lorsque il y a eu un siècle, parce qu'il faut qu'on conclue cette première partie. Revenons au 21e siècle. Madame N'Die Hassane, on conclut simplement avec... Non, mais je vous parle de 2021. Je vous parle de 2021. Lorsqu'en 2021, les droits de tirage spéciaux sont émis pour faire face à la crise du Covid, l'Afrique collectivement reçoit l'équivalent de 33 milliards de dollars. Et la France, elle seule, reçoit 26 milliards de dollars par le FMI. Donc on a beau me dire que c'était il y a deux générations, les effets de ce dont je parle sont vécus aujourd'hui. Et c'est ce qui rend, c'est le fait qu'on n'arrive pas à entendre ce discours-là qui va rendre ces institutions complètement irrelevant, non pertinentes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Premier ministre du Niger est en Russie, parce que c'est en Russie que les choses se passent d'un certain niveau. Voilà, c'est pas aussi que les choses se passent. Alors, on va continuer dans quelques instants. On s'arrête un tout petit instant et on se retrouve très vite. Tout est dit. Le point sur Davos est de retour. Donc, on parlait de qui venait ou pas à Davos et de qui vient y faire quoi d'ailleurs. Javier Milei, le président argentin, qui a débarqué. Alors, dit-il, pour remettre à l'ordre cette sale bande de gauchistes. Mais qu'est-ce qu'en réalité il est venu chercher? Ah oui, non, mais tout à fait. Il vient lever des fonds, comme tout le monde. Je veux dire, lui, maintenant, il a un programme libéral de redollarisation qui a toutes les chances de plaire aux sponsors qu'il peut trouver à Davos. Tout comme Zelensky, d'ailleurs. Ursula von der Leyen, elle propose 50 milliards d'aides à l'Ukraine quand même. Donc il a bien fait de faire le déplacement. Et donc tous ces gouvernements qui sont en affinité avec Davos, ils vont aller prendre des sous là-bas. Et effectivement, certains pays africains peuvent aller en Russie. Pourquoi la Russie? Parce que la Russie, l'année prochaine, elle préside les BRICS. Cette année, en fait, elle est la présidente des BRICS. Ça va se dérouler, le sommet des BRICS de 2024 va se dérouler en Russie. Et donc, toute une partie du monde a accepté la Russie dans son cercle de puissance économique moyenne. Et de leur côté, même s'ils ne sont pas très riches, effectivement, ils financent beaucoup de choses. Et ils financent surtout, eux et les autres, certains autres des BRICS, un système alternatif. Donc, bientôt, j'ai envie de dire, il y aura un Davos de l'autre côté du monde, un Davos des BRICS. Il y aura des Jeux Olympiques des BRICS, il y aura des prix Nobel donnés par les BRICS, mais ça ne s'appellera pas Nobel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a scindé le monde en deux. Et c'est ce qui se ressent à Davos. Je veux dire, à Davos, on a certains intérêts qui sont beaucoup plus représentés que d'autres. Madame, elle a cru bien faire de rappeler qu'il y a plus de Nigérians que d'Irlandais, mais je veux dire, le pays le plus peuplé d'Afrique, c'est un peu normal qu'il ait plus de monde qu'un tout petit pays européen. Et ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts du reste du monde, des 3/4 du monde, qui ne sont plus représentés à Davos. C'est une évidence. Si l'un d'entre vous est allé à Davos, bon, M. Garelli, évidemment, il le connaît par cœur, mais ceux qui ont été à Davos, ils le voient.
Ils le voient matériellement, sur place, physiquement, quels intérêts sont représentés, qui est là, quelles entreprises. Ensuite, j'ai envie de dire, ce n'est pas les institutions multilatérales aujourd'hui qui font l'économie mondiale, qui font les conditions du commerce mondial, qui font les conditions de vie des travailleurs, des salariés. C'est les entreprises, et principalement les grandes entreprises. Et là, dans cette catégorie, eh bien, on inclut toutes les grandes entreprises, je veux dire. Pourquoi ? Les politiques environnementales dépendent des entreprises. Si on fait la COP 28, la COP 29, la COP 150, la COP 2 milliards, peu importe, tant que les entreprises ne sont pas responsabilisées au niveau des émissions carbone. Les salaires, les niveaux de vie, c'est aussi les entreprises. Si on n'arrive pas à leur imposer certaines régulations, si les États n'arrivent plus à peser sur les entreprises, eh bien, les salariés vont connaître des baisses de pouvoir d'achat, ils vont aller vers des candidats populistes, etc. Donc, si vous voulez, énormément de choses aujourd'hui passent par les entreprises, sauf que ça fait peu partie de programmes politiques, de campagne présidentielle, de campagne politique, parce que c'est un peu dans l'angle mort, si vous voulez. Quant aux impôts, n'en parlons pas, on en a déjà parlé. Oui, mais c'est le principe aussi du libéralisme, c'est pas justement l'État qui doit intervenir. Eh bien, à un certain moment, vous oui, êtes une libérale, parce que la taille des entreprises, je suis une libérale qui a toujours dit qu'on ne sauve pas les entreprises, parce que être vraiment libéral, selon le libéralisme classique, c'est ça. Si on commence à sauver les entreprises, alors au minimum, on les responsabilise, et on leur demande des comptes. Si elles ont reçu beaucoup de subventions, à un moment, quand elles font des profits, elles doivent rendre quelque chose. On leur demande d'intégrer leurs externalités environnementales. On leur demande de préserver le pouvoir d'achat des salariés, de participer aux primes maladie en Suisse ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, elles ne peuvent pas juste empocher les profits. Ça n'existe dans aucun système, en fait. Sûrement pas dans le système vraiment libéral, où elles sont à la fois libres et responsables. Donc, je dis, le mot responsabilité aurait dû être le principal mot aujourd'hui à Davos, parce que le mot paix qu'ils ont mis en avant, eh bien, il ne rime à rien, parce qu'on ne peut pas faire la paix entre nous, avec ceux qu'on aime bien, juste avec une seule moitié du monde, et laisser ceux qu'on n'aime pas en dehors du mot paix. Ça, c'est un petit peu ridicule. Stéphane Garelli. Mon Dieu. Oui, oui. Mon Dieu, mon Dieu. Oui. D'abord, pour revenir sur la représentativité à Davos, les gens sont invités, libre à eux de venir ou de ne pas venir, première chose. Deuxièmement, le but de Davos, ce n'est pas d'être totalement représentatif. Si vous voulez être représentatif, il faut aller à l'Organisation internationale du commerce ou dans toutes les organisations multilatérales. Le but, c'est d'essayer de sensibiliser ceux qui, effectivement, sont les leviers d'action ici et là. Et sur ce point-là très précis, pardon, je vous interromps, mais sur ce point-là très précis, il y a beaucoup d'attaques sur Davos en disant que c'est du fond du greenwashing, il y a une façade de discours, d'ateliers, etc. Mais que ça, c'est pas la vraie raison d'être de Davos. Et deux, qu'effectivement, il n'y a pas de poids, il n'y a pas d'influence sur les entreprises qui y sont. Davos, c'est une plateforme, c'est clair. Si un président va à Davos, c'est parce qu'il sait qu'il y a toute la presse, c'est qu'il y a tous les médias qui vont en parler. Et qu'aussi, dans son pays, il va dire, regardez, je suis important parce que je suis allé à Davos. Il y a des capitaux. Milei... Non, il n'y a pas de... Non, attention. Les capitaux, vous allez les recevoir dans les organisations internationales, etc. Ce n'est pas des entreprises privées qui vont commencer à financer un tel. Il y a des gouvernements. Des États, pardon. Je reviens sur Javier Milei, qui a effectivement fait tout un discours sur le libéralisme, mais il a été dit qu'il venait notamment rencontrer Emmanuel Macron parce qu'il pourrait y avoir un deal contre dette du lithium, etc. Donc ils viennent quand même chercher de l'argent. Évidemment. Franchement, Macron va rester combien de temps à Davos ? Le temps de faire un deal avec... Le temps de faire un deal, vous croyez qu'il est venu pour ça ? Non, il n'est pas venu pour ça. Et il ne va pas faire le deal comme ça, entre deux portes, à Davos, là-dessus. Et les 50 milliards pour l'Ukraine ? Attendez, les 50 milliards sur l'Ukraine ont été décidés avant. Ils ont été décidés à Bruxelles, ils ont été approuvés. Alors évidemment, vous pouvez l'annoncer. C'est clair, mais vous n'allez pas faire ça à Davos, ça serait totalement irresponsable entre deux cafés de dire je vous donne 50 milliards de dollars, ça ne se fait pas comme ça. Donc si vous voulez, il y a des discussions qui se font à Davos, il y a surtout des annonces qui se font à Davos, mais pensez que c'est là où les détails sont faits, que sur le pas de la porte, on va vous dire moi je vous aime bien, je vous donne 10 milliards. C'est absurde. Non, mais prenons le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a des flashs un peu partout quand il va, sauf quand il vient en Suisse. Hein. Ça, personne s'y intéresse en France, mais les flashs sont braqués sur lui, les caméras sont braquées sur lui. Donc quel intérêt autre à aller à Davos ? Mais c'est un intérêt de plateforme. C'est de montrer d'abord qu'il compte par rapport aux autres. Il y en a qui... Je crois que c'est le seul représentant du G7
du G7, pardon, pour parler français, du G7 qui est à Davos. Tous les autres, ils ne sont pas là. Alors, il en profite, il a raison, il va faire quelque chose qui va avoir un impact probablement en France, parce qu'il dit, regardez, vous pouvez venir investir chez nous. Vous pouvez venir investir chez nous. Il a beaucoup utilisé d'ailleurs dans le passé, avant que les chefs d'entreprise allaient à Davos, ils s'arrêtaient à Paris. On les amenait à Versailles. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce à Davos, mais il ne faut jamais oublier, il y a le Davos dont vous parlez tous maintenant, c'est le Davos politique, et à côté il y a un Davos économique. Oui, il y a ces gens qui vont à Davos pour discuter entre eux. Et quand vous êtes un chef d'entreprise, vous ne pouvez pas justifier de quitter votre entreprise pendant une semaine simplement pour aller serrer la main de Zelensky ou de qui que vous vouliez. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas le justifier. Alors on laisse les hommes politiques et les femmes politiques, pardon, entre eux ou entre elles en train de discuter, de faire ce qu'ils ont à faire. Mais les chefs d'entreprise à côté, ils sont là pour savoir, un, qui est leur partenaire d'affaires, mais deux, alors là ça devient vrai. Comment est-ce que la politique va influencer leurs affaires? Comment est-ce qu'on va avoir plus d'interférences des gouvernements dans un monde qui est de plus en plus dirigé par des politiciens, dont certains d'entre eux, je finis, dont certains d'entre eux, et c'est vrai de ce que vous allez discuter maintenant, deviennent de plus en plus extrêmes, populistes, nationalistes, etc. Et voilà. J'aimerais d'abord savoir justement là-dedans. C'est du réseautage, c'est du lobbying, on le sait déjà. Comment ça se passe justement à Davos, vous qui êtes allé de nombreuses années comme journaliste et rédactrice en chef? Et ce n'est pas tout à fait exact de dire on invite tout le monde et on est ouvert à tout le monde, ceux qui veulent viennent, ceux qui ne veulent pas viennent pas. En fait, par exemple, le président chinois, Xi Jinping, il était venu en 2017, plutôt optimiste, à faire un discours assez positif. Il est revenu en 2022. Là, il a dit, mais il y a des tensions et je crois qu'on n'a vraiment aucun intérêt à être aussi en bisbille entre nous parce que là, avec déjà Trump et ensuite Biden, ça s'est énormément détérioré entre les États-Unis et la Chine. Alors il est venu faire ce constat. Et maintenant, il ne vient pas. Cette année, c'est un ministre qui vient. Donc, ce n'est pas si vrai que tout le monde vient. Les États-Unis sont... On est pour l'ouverture, venez à nous... Voilà, c'est quand même pas mal d'avoir les États-Unis sont chez eux. Oui, mais parce qu'ils font le service. Quand même, on ne peut pas avoir un président chinois toutes les années. Mais surtout, ce qui était notable, c'était le discours qu'il a tenu, c'est-à-dire de rassurance. On n'est pas contre l'Occident. Ça, c'est le côté soft power de la Chine. Ils jouent le double jeu. Les capitaux occidentaux. Ils ont une politique étrangère qui va jouer à plusieurs niveaux. Un jeu soft où il va quand même dire choose China, quoi, venez, etc. Mais le vrai jeu, c'est plutôt un divorce qui se passe. Et donc, moi, j'ai été dans ces fameux séminaires de VIP pour les badges blancs, là où on se sent très privilégié d'entrer. Par exemple, une fois, ça parlait Russie-Occident, les relations peuvent-elles se détendre? Je vais dans ce séminaire, la seule personne qui représentait la Russie était un Russe, plus anti-russe que tous les sénateurs américains et les personnes présentes là. Donc il était extrême. J'ai dit, c'est quoi cette mascarade? Après, j'ai été à un autre séminaire sur la bourse américaine et la bourse mondiale, le système financier et le shadow banking, ce fameux système de la finance de l'ombre. On parle de la Chine et de ses problèmes de finance de l'ombre. Et là, je lève la main, je dis, oui, mais en fait, elle a 3 fois moins de finance de l'ombre que les États-Unis. Et là, on me regarde. Et on me regarde, j'aurais pas dû dire ça. Dans le séminaire sur la Russie, j'avais aussi levé la main. D'ailleurs, j'ai dit, vous avez dit que l'économie russe, c'était de la taille de l'économie belge, mais l'armée russe est quand même très, très différente. On ne peut pas vraiment comparer avec la Belgique. Ça n'avait pas passé non plus. Donc, j'ai pu faire mes petites expériences, mes petits tests pour voir l'orientation, pour voir qui vient, de quoi on parle, quelle orientation on prend. Et c'est tout à fait orienté, c'est tout à fait biaisé. On ne peut pas dire que c'est ouvert à tout le monde, c'est tout le monde, les 180 pays peuvent... Non. Il y a une façon de... Il y a un point de vue. Il y a un point de vue occidental très, très clair, et ça, c'est Davos. Après, on y adhère ou pas, on vient lever des fonds ou pas, on vient réseauter ou pas, mais on sait qui représente ici la force dominante, le point de vue dominant, etc. Il n'y a aucun mystère là-dessus, je veux dire. Fathi Enzi Hassan, vous voulez réagir, justement? Est-ce que Davos l'Occident est une façon de penser très atlantiste par rapport au Sud global, notamment? Oui, bien sûr. Davos, c'est un endroit qui reflète, comme je le disais tout à l'heure, une certaine façon de voir, qui, comme le disait Madame Zaki tout de suite, à l'instant, ça va être bientôt dépassé. Si on n'y prête pas attention, si on prête pas attention à ces courants, Davos sera bientôt dépassé. On verra que les pays africains qui envoyaient leurs présidents n'en verront plus que leurs ministres, bientôt que des commis ou de simples fonctionnaires ou agents de l'État.
il faut vraiment garder en tête ou en tout cas ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe, sur une majorité de la population du monde qui est représentée par des leaders qui aujourd'hui se disent que Davos, ce n'est plus si important que ça. Alors je dis Davos, mais aussi certains éléments du système tel qu'on le connaît. Davos est un lieu qui est important pour le dialogue, comme le disait Monsieur Garelli tout à l'heure, mais il va devenir de moins en moins important. Et il faut en tenir compte et il faut voir dans quelle mesure on peut inventer un nouveau système qui prenne en compte l'ensemble des pays du monde majoritaire, l'Afrique en particulier, et aussi de leurs citoyens. Mais qui serait à la tête de ce système ? Quand je dis inventer, est-ce qu'on a besoin d'avoir une personne ou un État ou une institution à la tête ? Je veux dire, c'est aussi des choses qu'il faut réformer, des manières de penser nouvelles qu'il faut inventer. Je pense, moi, que le multilatéralisme, on y revient, c'est le meilleur système à l'exception de tous les autres. Il faut voir dans quelle mesure on peut le sauver. Quand on parle de confiance, c'est aux Nations Unies qu'on a commencé à parler de confiance. La restauration de la confiance dont on parle aujourd'hui, elle veut aussi dire comment est-ce que les institutions peuvent se réformer pour rester pertinentes pour l'ensemble de la planète. Parce qu'on a le choix entre laisser ces institutions mourir de leur mort lente et douloureuse, ou alors les revitaliser pour qu'elles soient pertinentes pour tout le monde. Et ça inclut Davos. Nous, on est à Oxfam, on est aussi très content d'être invité à Davos. On est aussi très content de parler aux dirigeants financiers et politiques. Donc, ce n'est absolument pas une critique contre Davos en tant que tel. Non, vous voulez récupérer votre badge l'année prochaine, c'est ça, Monsieur Garelli. D'abord, effectivement, il y a des sanctions pour ceux qui ne sont pas sympas avec Davos. Non, pas du tout. On perd pas le badge. D'abord, je tiens à dire, ce qui a été dit maintenant est très juste. Le problème est le suivant. On est en ce moment en train de voir le multilatéralisme qui est en train de gentiment presque mourir. Quand vous avez un conflit entre pays, malheureusement, on ne va plus à l'Organisation internationale du commerce, on ne va plus aux Nations Unies, on ne va plus là, parce qu'on voit que ce sont les États aujourd'hui qui dirigent de plus en plus le débat économique et politique. Et quels sont ces États qui ont fait la cassure ? Précisément, c'est les États du Sud. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde, d'une certaine manière. Ce sont eux qui ont dit, peut-être à juste titre, ils ont dit, écoutez, nous, on ne veut plus faire partie de ce système où on ne se retrouve plus. Conclusion, il y a un système parallèle qui est en train de se faire, qui n'est plus celui des non-alignés, mais celui des multi-alignés. C'est-à-dire, vous prenez les pays du Golfe, par exemple l'Arabie Saoudite, etc., qui vous disent, ne me demandez pas de choisir entre la Russie, les États-Unis, l'Inde, etc., je fais ce que je veux faire et de la manière dont je veux le faire. Et je vais aider l'Afrique. Par exemple, l'Arabie Saoudite a tout un programme à ce sujet qu'ils ont montré à Davos. On veut aider l'Afrique, etc. La Russie veut aider l'Afrique. Très bien. Je dirais que les pays qui vont se faire aider par la Russie, bonne chance. Parce que du question transparence et agenda caché, si vous pensez qu'il y en a un maintenant avec les grandes institutions internationales, vous avez une nouvelle banque qui a été créée par les BRICS. Et cette nouvelle banque va dire... on va vous financer, on va même vous financer en devise locale, ce qui est formidable. Ben, attendez que l'Argentine demande, elle ne va plus demander de sous, là ils ont de la chance, mais tous les autres pays qui vont demander des sous, en contrepartie, on le voit avec... Il doit y avoir un intérêt, parce que l'argent est quand même le cœur de la guerre, le nerf de la guerre. Si vous croyez toute que la Chine est en faveur du multilatéralisme, va s'adresser à la Russie, c'est qu'il y a un avantage. Quel est-il ? Henry Kissinger a écrit un très bon livre qui s'appelle « Diplomatie », dans lequel il dit... les empires ne sont pas intéressés par le système international, ils veulent être le système international. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est imposer leur propre point de vue. Le multilatéralisme n'est pas parfait, loin de là, mais au moins il respecte les plus petits. Oui. Tandis qu'avec le nouveau monde qui est en train de se mettre en place, qui est un monde fracturé,
même si on en souffre à Davos, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est représenté ou qui vient, c'est un monde qui va être pire que celui-là. Et puis on fait une confusion. Alors pourquoi j'aimerais faire réagir Fathi N'Si Hasan. Quel est l'intérêt justement d'aller vers la Russie plutôt que vers les intérêts occidentaux occidentaux, multilatéraux. Non. Ah oui. Oui, les grands. En l'occurrence, il y en a, il y a des États africains qui vont chercher de l'argent plutôt en Russie qu'en France. Voilà. Donc, là, puisque c'est si dangereux que ça, pourquoi est-ce que finalement l'Afrique se tourne massivement aujourd'hui vers la Russie ? Quel intérêt est-ce que la Russie présente ? Je pense qu'il est des prérogatives des États africains de diversifier leur partenariat. C'est un droit absolu. Il faut aussi regarder les conditions dans lesquelles les prêts et les financements sont obtenus. Je disais tout à l'heure que sur le marché, lorsqu'un État africain veut emprunter, il obtient des taux qui sont beaucoup plus élevés qu'un État d'une autre région du monde. Tout à l'heure, M. Carelli a posé une question qui était très intéressante. Il a demandé quel est le lien entre l'Argentine et la Russie. Alors moi, je vous renvoie à un vote très important qui a eu lieu en novembre aux Nations Unies. C'est un vote qui permet la mise en place d'un nouveau système fiscal international sous l'égide des Nations Unies. Contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent, des discussions qui avaient lieu sur ce sujet-là au sein de l'OCDE. Dans ce vote-là, au cours de ce vote-là, si l'Argentine et 123 autres pays de ce que j'appelle le monde majoritaire ont voté pour cette nouvelle convention fiscale, alors que l'Union européenne et de nombreux pays occidentaux ont voté contre. Ça vous donne un peu une idée de cette convention fiscale internationale. On peut la voir comme étant une brique très importante, sans mauvais jeu de mots, une brique très importante du système financier international auquel aspirent les États du monde majoritaire en général et de l'Afrique en particulier. D'ailleurs, cette convention est portée par les États africains au sein des Nations Unies. Donc, encore une fois, les États africains, en particulier du monde majoritaire en général, sont vraiment dans une dynamique de reprendre un petit peu ou complètement la main sur leur destin, et cela inclut différentes stratégies, différentes techniques qui font partie de leurs prérogatives les plus absolues, oui. Alors, il y a quelque chose dont on ne parle pas, mais qui est quand même fondamental. On parle du Sud global, on parle des BRICS, on parle d'un multilatéralisme d'un côté et d'un multilatéralisme de l'autre. Qu'est-ce qui différencie finalement ces deux multilatéralismes ? Voilà, base, et à Davos, c'est vrai que ça a été créé par des pays libéraux, démocratiques, qui a accueilli des pays et des représentants de pays qui ne l'étaient pas forcément. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une alliance qu'on appelle les BRICS, de pays qui ne respectent en général pas les droits humains, qui ne respectent pas la liberté de la presse, qui ne respectent pas les droits fondamentaux et qui n'ont pas d'élections libres ou alors qui ont des élections truquées. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de pays considérable avec des régimes politiques que nous n'accepterions pas, en Europe, etc., mais qui nous font le reproche d'être ce qu'on est, parce que c'est plus prospère. Évidemment, les États de droit sont plus prospères que les États corrompus ou mal contrôlés ou mal administrés. Et là, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci de droit. Les BRICS et le reste du monde se définissent par quoi ? Qu'est-ce que c'est leur différence ? Ce sont des États qui n'ont pas du tout les mêmes droits des individus, qui ne respectent pas les droits des individus de la même façon. La Chine, la Russie, enfin, il faut arrêter d'arrêter. Ça sera les mots de conclusion, justement. Est-ce qu'on est en train de supplanter un système critiquable par un autre encore pire, Mireille Zaki ? Pas du tout. Alors, les points de vue de messieurs Garelli et Val, je les comprends, mais c'est très, très ethnocentrique au niveau occidental. Ce n'est pas le point de vue du reste du monde. Mais c'est pas vrai. Le reste du monde ne voit pas il a raison, le reste du monde, de qu'a suivre reçu justement ces pays-là. Les Iraniens, l'Iran. Oui, mais le reste du monde voit les États-Unis, voit ce système multilatéral dont parle M. Garelli comme un système américano-centré, hyper unilatéral, pas du tout multilatéral, pas du tout démocratique ni équitable. Le reste du monde a été du côté où ils ont reçu les guerres, les agressions, les ingérences dans leurs affaires intérieures, un capitalisme féroce, du pillage de ressources chez eux,
etc., de l'emploi, des violations de droits humains de la part du multinational occidental. Donc vous parlez de votre point de vue dans vos villes ici, où vous voyez la paix, la prospérité régner ici, mais les gens là-bas, pour eux, les États-Unis, c'est pas ça. Il faut aller là-bas et écouter leur point de vue. Il faut se mettre à leur place. Alors, à leur place, la Russie peut paraître pas du tout pire que les États-Unis. Eux, ils voient les États-Unis comme des gens mais la qui réalité, peuvent c'est être quoi? des militaires, des sanguinaires, des gens qui des non, mais la tortionnaires, tout ce réalité- que vous voulez. Ils voient ça comme ça. Non, la réalité pour eux, elle n'est pas Non, celle je ne parle que pas vous- de la réalité Non, pour non. eux, je parle de C'est la Wagner réalité en Afrique, tout court. Wagner en La Afrique ne fait perception pas des choses de La extraordinaires, réalité hein. tout court. Oui, mais la perception est que l'Occident n'a pas fait du bien à l'Afrique, ni à beaucoup de pays du Sud. On peut pas parle de la changer ça. perception. Oui, mais c'est aussi très lié à des faits tout à fait réels, parce que nous, on Non, a mais c'est beaucoup pas des faits exporté récents. de travail bon marché, on a beaucoup exporté notre violence ailleurs pour que la prospérité et la démocratie règnent chez nous. Non, non. Eux, quelle est leur expérience du monde occidental? C'est ça qui compte, il n'y a rien d'autre qui compte. Donc, il ne faut jamais oublier que c'est à cause de ça aujourd'hui que ces pays africains sont réceptifs à d'autres alternatives. Vous savez très bien que ce sont des propagandes, assumer. des trolls par Les millions. propagandes, elles sont de tous les côtés. C'est ça ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, le multilatéralisme à l'américaine ne vaut pas beaucoup mieux que le Vous ne multilatéralisme pouvez pas à la comparer BRICS. l'opération Barkhane en Afrique des Français et les actions de Wagner en Afrique. Je peux parler C'est du incomparable, génocide des enfin. Rwandais et des Hutus et des Tutsis. Mais ça, c'est pas les Français qui et ont l'application compris. des ventes d'armes françaises contre ventes d'armes américaines. On peut reprendre tout ça, Non, mais il n'y a attendez. pas de souci. Ça va être très long, mais on ça- peut le reprendre. Mais c'est Oui, non, ça, mais la ça, moi, je veux bien qu'on en parle. Pour en revenir, Le reste, que pense le reste du monde? Il n'y a rien pour d'autre qui conclure, importe. en quelques mots, je vais laisser la parole à Stéphane Garelli. En quelques mots, justement, est-ce que Davos aujourd'hui a encore un avenir prospère? Mais bien sûr qu'il a un avenir. Moi, très franchement, j'étais au tout début et je n'ai pas cessé d'entendre l'année prochaine, Davos va disparaître. Toujours là, hein, 53e, 54e édition. 54e édition. Le monde a besoin d'un endroit où il peut continuer à parler. Imaginez-vous d'un monde sans Davos. Le monde Les sans gens- banque. Voilà, où les gens ne seraient pas là, ne pourraient pas se parler. La pire des choses qui existent, c'est quand les gens refusent de venir s'asseoir à la même table. On l'a vu, hein, dès que les gens sont à côté du système, ils deviennent de plus en plus extrémistes. Alors, autant que Davos continue, ce n'est pas parfait, personne n'est parfait, mais au moins, s'il est toujours là au bout de 54 ans, c'est que probablement il a une valeur ajoutée. On va voir ça dans les années à venir. Notre émission sur Davos et le multilatéralisme et toutes sortes d'autres choses, c'est terminé. Merci à tous nos invités. Merci à Fathi Enzi Hassan de nous avoir rejoints d'Istanbul. Merci à Mireille Zaki. Merci à Stéphane Garelli. Merci à Philippe Val. Et merci à vous de nous avoir regardés. Nous, on se retrouve mercredi prochain, toujours en forme. On espère. Excellente soirée et très belle semaine à toutes et tous.